Jingle. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Azul Filawen. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on sait tous qu'en entreprise, les écrits restent un moyen de communication essentiel, qu'il s'agisse d'emails, de comptes rendus ou de notes de service ou autre. Un bon écrit permet d'être vraiment plus efficace dans sa communication et renforce l'image qu'on veut donner de soi. Donc, pour avoir tous les secrets de réussite de ces écrits professionnels, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir encore une fois Marhaba bik, Nawal Tamazirt, qui est consultante en communication. Marhaba bik, Nawal. Allah ysalmek, merci beaucoup Yasmine, ravie encore une fois d'être avec vous. Donc c'est la 3e édition, donc on avait traité déjà le sujet sur la communication digitale. On a aussi traité le sujet comment réussir sa prise de parole en public. Et aujourd'hui, on va traiter un sujet aussi important que les précédents, à savoir comment réussir ses écrits professionnels. Je rappelle qu'il y a des replays qui sont partagés par Emploi-TIC sur les précédents sujets pour les personnes qui ont raté les webinaires. Donc, voilà, donc je me permets de partager les replays des anciennes thématiques que tu as abordées, Nawel, si tu permets, afin que nos participants puissent y avoir accès. Et je les invite justement à poser toutes leurs questions, à partager leurs expériences avec nous tout au long de la présentation. Voilà. Parfait, Yasmine, c'est très bien. Comme ça, l'ita'mim al-fa'ida, comme on dit chez nous. Exactement. Donc, juste exactement. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter très, très brièvement. Donc, je suis Nawal Tamazirt, je suis experte en communication. Je suis à la fois formatrice et consultante actuellement. J'ai capitalisé quand même 27 ans d'expérience dans le monde corporate de l'entreprise. J'ai accompagné des entreprises dans le pharma, oil and gas, et différents secteurs d'activité. Dans le privé, société familiale, grandes entreprises nationales et multinationales, dans l'élaboration de leur stratégie de communication et l'implémentation des plans de communication interne, communication digitale, conduite de changement, marketing RH. Et beaucoup de gestion de crise, parce que la communication, comme vous le savez, accompagne toutes les cellules des crises des entreprises, que ce soit des crises réputationnelles ou bien des crises naturelles aussi, ou crises sanitaires que vous faites vivre actuellement. Voilà, brièvement, parler un peu de moi. Avant de commencer, je vais vous dire, même si on n'a pas le temps de traiter toutes vos questions, vos commentaires, je reste disponible sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. J'ai aussi une chaîne YouTube que vous pouvez consulter certains sujets. Et bien entendu, je reste disponible. On peut échanger à travers la messagerie. Donc, je vais vous laisser tout ça à la fin, comme ça, on reste en contact. Pourquoi avoir choisi cette thématique aujourd'hui? Je pense que rédiger est une compétence à avoir absolument, que ce soit pour la vie personnelle ou professionnelle. On rédige bien pour échanger avec les administrations. On rédige aussi dans la vie professionnelle. Je pense que au jour d'aujourd'hui, utiliser le mail reste le premier support de communication dans les échanges, notamment dans le corporate. On rédige aussi pour commenter une publication, pour partager notre expertise, pour partager une information. Donc, on rédige aussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important aussi de maîtriser l'art de rédiger ou bien cette compétence. Et je vous assure, même si vous croyez que vous êtes entre parenthèses bleues, personne ne naît avec cette compétence. Ça se travaille comme bien d'autres compétences. On va rapidement rentrer dans le vif du sujet pour vous parler un petit peu des objectifs de cette formation. Si tu permets, Yasmine, slide number 1 sur les objectifs. Donc, la première partie de ce webinaire, plutôt, c'est une short formation, c'est de revenir sur les basiques de la communication éditoriale. On va aussi
voir ensemble comment acquérir les techniques et les meilleures pratiques pour réussir les écrits professionnels. Et on va faire enfin un focus sur la rédaction des emails. On a vu pourquoi c'était important de maîtriser ça. Alors, cette citation, elle est très, très, très importante quand on traite ce sujet. Ceux qui écrivent clairement ont des lecteurs, ceux qui écrivent obscurément ont des commentateurs. Ça veut vraiment tout dire. Donc, si vous écrivez, si vous maîtrisez cet art, vous avez des lecteurs, des followers, des personnes qui vous suivent, etc., qui vous like, qui vous dislike, qui commentent, qui interagissent avec vous. Mais quand vous écrivez mal, c'est les commentaires qui vont tomber, donc c'est surtout, vous allez devoir gérer un petit peu de courbe de crise, même s'il s'agit de crise honnête, et vous allez gérer les commentaires négatifs. On va tout faire ensemble pour éviter d'avoir ces commentaires. On passe à un tour de table, si c'est possible. On va profiter du début de ce webinaire. Je vais vous poser 2 questions. Essayez d'y réfléchir pendant ce webinaire et d'y répondre. On va faire un point d'ici une demi-heure sur le sujet. Je voudrais savoir combien de mails vous recevez quotidiennement. Moi, dans une autre vie, ça m'est arrivé, en ma qualité de directrice communication, marketing et event, de recevoir jusqu'à 100 mails par jour. Je vais vous partager avec vous comment j'ai pu gérer ça. Et la deuxième question que je souhaiterais quand même recueillir des feedbacks de votre part, quels sont d'après vous les basiques de la rédaction des emails? Si vous pouvez écrire dans le chat, Yasmine va traquer vos commentaires et on va faire un point d'ici une demi-heure. Alors, on est quand même aujourd'hui 43 personnes hein, sur ce webinaire. J'attends quand même beaucoup de réponses de votre part et beaucoup d'interactions de votre part. Perfect, c'est très bien. Voilà, alors on commence directement au vif du sujet. Je vais vous parler un petit peu sur les étapes clés pour avoir une rédaction claire. Qu'est-ce qu'il faut maîtriser? Quels sont les steps incontournables? D'abord, avant d'écrire n'importe quel sujet, il est très, très important de faire une réflexion en amont. Vous allez vous poser ces questions. Pourquoi je vais écrire? Qu'est-ce que je vais partager? Est-ce qu'une expertise? Est-ce qu'une information? Est-ce que je dois partager sur un dossier que je traite avec d'autres collègues des précisions? Tout ça, vous devez le savoir dès le départ parce qu'une rédaction claire équivaut à une pensée claire. Donc, après avoir déterminé votre objectif, est-ce que je veux informer, convaincre, est-ce que je veux travailler mon personal branding, parce que quand on rédige, surtout sur les réseaux sociaux, on se fait un nom, on se fait une place, surtout quand on partage des informations crédibles avec source, on les partage avec un bon style. Vous vous posez cette question, est-ce que je veux travailler mon marketing, le marketing personnel, mon personal branding? Aussi, il faut connaître sa cible. Est-ce que je vais écrire à des juniors? Est-ce que je vais écrire à des seniors? Est-ce que je vais écrire à mes responsables, mes collègues? Est-ce que je vais écrire à des experts? Est-ce que je vais écrire au grand public? Ça, c'est important parce que vous n'allez pas utiliser la même phrasologie, le même wording pour ces différentes cibles. Si je veux écrire à des populations jeunes, je vais un petit peu utiliser les mots qui conviennent aux jeunes, des mots qui sont liés avec tout ce qui est réseaux sociaux, les abréviations, etc. Je ne précise pas les abréviations particulièrement, mais si je cible cette niche ou cette population, il faut que je m'adapte à ma cible. Connaître son canal de communication. Sur quoi je vais écrire? Est-ce que je vais écrire sur un papier? Est-ce que je vais écrire sur un réseau social? Est-ce que je vais écrire un mail? C'est important. Parce que déjà, on en parlait avec Yasmine tout à l'heure. Quand on écrit sur les réseaux sociaux, vous l'avez testé, surtout si vous avez cette fluidité d'idées, cette fluidité pour écrire, vous avez une limite à ne pas dépasser. On vous limite. Sur LinkedIn, par exemple, vous avez une limite. Sur Facebook,
encore plus sur les autres réseaux. Donc, si vous avez un article, vous ne pouvez pas le poster dans le corps de l'outil. Vous devez basculer à écrire un article. Donc, ça déterminera aussi, c'est une étape importante à connaître. Ensuite, j'ai décidé de tout ça, je dois d'abord collecter l'information. Après avoir collecté ces informations, il devrait être, il faut vérifier ça avec des sources crédibles. Ne soyez pas des relayeurs ou bien des vecteurs d'informations négatives ou des fake news ou des informations sans source. Vous avez cette responsabilité. J'ouvre une parenthèse pour dire que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'écrits négatifs du n'importe quoi parfois, c'est pas vérifié, les gens relaient l'information sans checker la source et sa crédibilité, alors que nous avons une responsabilité morale. Quand je partage une information, que ce soit dans le bon ou le négatif, je suis un vecteur de ces informations. Donc, essayez de ne pas participer à vulgariser des rumeurs, vérifier ces informations d'abord. Malgré que ça prend du temps, mais ça y va de votre crédibilité et de votre responsabilité. Parce que le problème avec les réseaux sociaux, c'est que les gens croient que à cause de l'anonymat, il y a l'impunité. Maintenant, tout est traçable. Les gens qui commentent négativement, ils font dans le fake news, ils sont traçables. Je ferme la parenthèse parce que ça, c'est un autre débat. Donc, après avoir collecté ces informations… C'est un tout autre débat, justement, parce que comme tu l'as dit, on a vraiment tendance à ne pas vérifier les informations et des fois, on n'a pas de source crédible pour vérifier. Et c'est très, très bien que tu rappelles ce point-là, Nawel. On a tendance à oublier sa e-réputation. On oublie que le web laisse des traces et donc ça peut se retourner contre nous à un moment ou à un autre. C'est exactement ça, Yasmine, tu l'as très bien dit, le e-reputation est important. Quand vous partagez une information, malgré vos convictions, on ne rentre pas dans ce détail, cette information, elle vous suivra entre parenthèses à vie. Parce que même si vous la supprimez, il y a des personnes qui peuvent faire des captures d'écran. Tu peux même confirmer ça, Yasmine. Il y a même des recruteurs qui voient ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux pour un petit peu déterminer votre profil. Est-ce que vous êtes dans des propos diffamatoires? Est-ce que vous êtes une personne crédible? Est-ce que vous êtes dans le négativisme, etc. Donc, tout ça, quand on traite, Inch'Allah, le thème du personnel branding, on y reviendra un peu plus dans le détail. Donc, une fois qu'on a passé toutes ces étapes, il y a l'étape de structurer son contenu. Un contenu, c'est pas quand on le présente, un contenu version définitive, c'est pas comme un contenu version draft. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Il faut d'abord structurer ses idées en bloc. Et ça peut se faire notamment avec ce qu'on appelle le mind map. Donc, c'est mettre des idées principales dans le même bloc, ensuite aller vers le détail. On va voir ça avec la pyramide inversée, etc. Donc, respectez aussi la logique quand vous parlez d'une idée. Il faut que c'est comme vous parlez. C'est la même chose. Quand vous écrivez, c'est comme vous parlez. Il faut aller d'une idée principale, ensuite aller vers le détail. Pas revenir à chaque fois sautiller, ça dessert votre écrit. Next slide, please, Yasmine. Toujours comment rédiger clairement. Donc, on a dit, dans la réflexion, je dois me poser cette question, pourquoi et pour qui j'écris? It's very important. Avoir un plan dans l'écrit, avoir un draft. C'est exactement ça. Tous nos profs nous demandaient d'avoir le souhait. Pourquoi? Parce que l'œil s'habitue à l'erreur et parfois quand on retranscrit un écrit, on détecte d'autres erreurs. Je vais vous avouer quelque chose. J'en suis sûre, si je relis ma présentation, je vais trouver des erreurs. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines erreurs qui sont passées. Parce que mon œil, j'étais la seule qui avait vérifié cette présentation. Il peut y avoir une deuxième personne qui vient juste après moi, elle peut détecter une erreur d'inattention.
Ça arrive à tout le monde. Et on va voir comment diminuer le pourcentage d'avoir beaucoup d'erreurs sur ces écrits. Ensuite, c'est bon, on a fait notre plan, notre draft, notre brouillon. On passe à la rédaction. Et là, ça, si vous voulez, on va capitaliser sur tout ce qu'on a fait pour passer à cette étape. Ensuite, il y a la mise en page. Quand vous écrivez sur les réseaux sociaux, il est très, très important de respecter une mise en page la plus aérée possible pour être lue. Heureusement, il y a les puces. Heureusement, il y a les emojis. Heureusement, il y a plein de… Parfois, il y a le visuel qui apporte un grand plus. Et on va voir comment sur nos écrits. Ensuite, l'étape de la correction. Très, très important. Comme je vous ai dit, l'œil s'habitue à nos erreurs. On a très souvent les mêmes erreurs qui reviennent. Donc, il vaut mieux les rectifier une fois pour toutes. Et puis, il y a des outils qui peuvent nous aider et qui sont gratuits et disponibles sur le site. Je vais le partager avec vous. Après, il faut faire un test de compréhension, si on a le temps pour ça. Test de compréhension, je passe mon texte à Yasmine. Yasmine, relis-le s'il te plaît. Est-ce que tu as bien compris? Elle va me donner un feedback. Vous voyez, et dans notre entourage, il y a toujours une personne bienveillante, que ce soit nos mamans qui maîtrisent une langue, un ami, une collègue, etc. Et c'est méchi entre parenthèses, de demander d'être heureux. Ne croyez pas que vous allez diminuer de votre qualité de rédacteur. Pourquoi? Parce que voir un autre œil, c'est toujours un apport. Après, il y a parfois, on n'a pas la chance d'être entouré avec des gens qui ont par exemple, j'avais en entreprise une collègue, je lui demandais toujours de relire, surtout que j'écrivais pour 2000, 3000 personnes, parce que j'étais dans la communication. Quand on est dans la communication, on écrit à plusieurs personnes à la fois. Je lui demandais toujours, s'il te plaît, regarde si il n'y a pas une erreur qui a glissé. Est-ce que je vérifie la compréhension? Is it enough clear? Donc, c'est très important de passer par une autre personne bienveillante pour voir. Après, vous allez vérifier donc la compréhension et vérifier est-ce que le feedback, voilà, vous allez checker le feedback. Next slide, please. Là où il y a la pyramide. Je vais partager avec vous une technique utilisée par nos amis journalistes. By the way, avec Yasmine, on a fait toutes les deux journalistes, ça va lui parler. Donc, les journalistes travaillent avec… Ça te rappelle, technique de tahrir. C'était finiette de tahrir. C'était technique de tahrir. Donc, c'est quoi les techniques de rédaction? C'est bon, vous m'entendez? Ah, très bien, parce que j'ai un message. Le principe de la pyramide inversée, c'est quoi? Vous allez imaginer une pyramide telle qu'elle est en face de vous là. Quand vous allez écrire, vous allez garder cette règle du plus important au moins important. Pourquoi? Déjà, votre lecteur, s'il n'a pas le temps ou la phrasologie, il va avoir l'information principale dans le chapeau. Même s'il ne continue pas le reste, votre message le plus important, il est le chapeau. Donc, la base à la pyramide inversée. Donc, dans le chapeau, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais donner l'essentiel de l'information. Regardez les articles presse, les chroniqueurs ou bien les analystes. Regardez les articles presse qu'on appelle articles presse ou bien regardez le JT. Ils passent toujours par l'information la plus importante, après ils vont aller vers le détail. Ce n'est pas fortuit, c'est fait pour que ce placement a un but, c'est pour améliorer la compréhension. Les gens n'ont pas forcément cette capacité de concentration pour un article de 3 à 4 pages, d'où il faut positionner cette information-là. Et dans le chapeau, on va mettre qui, de quoi, où, comment répondre à ce qu'on appelle les 5 W, c'est répondre aux 5 premières questions. Ensuite, dans le développement, ce qu'on appelle le corps de texte, là au milieu, on va développer notre argumentaire, on va donner des exemples, on va illustrer, on va mettre des citations, on va s'éclater, on va dire. Dans la conclusion, on va mettre les détails.
Les détails, ça peut être, par exemple, pour une rédaction sur le web, une rédaction digitale, ça peut être un lien utile, ça peut être une information sur un auteur. On peut mettre, comme on peut terminer avec une grande interrogation pour garder, si vous voulez, ce qu'on appelle to be continued, garder l'intéressement des personnes à qui on écrit. Voilà, ça, c'est les principales informations que vous devez avoir dans la pyramide inversée. Cette pyramide, elle est utilisée par les journalistes et tout rédacteur web ou même la rédaction administrative. Alors, je vous invite, follow me, donc je vous invite à connaître, à rentrer un peu plus dans le détail pour connaître les conseils précieux pour mieux rédiger. D'abord, il faut favoriser un vocabulaire courant. Un vocabulaire courant. Vous avez regardé dans les plateaux télévisés les débats. Les gens qui parlent avec les techniques, les jargons, on lâche. Même si la personne elle a des choses très importantes à partager. Mais on n'est pas tous ingénieurs, on n'est pas tous architectes, on n'est pas tous médecins. Chacun son background, chacun son environnement, chacun sa formation. Idéalement, parler avec un jargon simple, compris par tout le monde. Et ce jargon, vous pouvez vous inspirer des journalistes pour ça. Les journalistes, ils connaissent beaucoup de wording, mais ils utilisent pratiquement un wording ou un lexique ou un vocabulaire, tout ce que vous voulez, des synonymes qui sont compris par tout le monde. Donc, et dans la précision, elle est aussi importante, d'où il faut répondre dans vos écrits, ce qu'on avait dit aux 5 W. 5 W, c'est quoi? C'est who, what, where, when, why. Ça veut dire qui a fait quoi, où, quand et pourquoi. C'est ça les plus importantes informations à mettre, comme on disait tout à l'heure, dans le chapeau. Ensuite, les jargons, je les utilise si je parle à une population qui est la mienne. Si je suis ingénieur, je parle aux ingénieurs. Si je suis médecin, je parle aux médecins. Je peux me permettre d'utiliser les jargons compris par tout le monde, comme je peux utiliser tout ce qui est technique. Les anglicismes, Anna, j'ai ce problème. Ayant travaillé dans les multinationales, on a beaucoup de réunions à l'international, donc d'autres pays, où on utilise l'anglais comme langue de travail. Donc, c'est resté chez moi. J'utilise beaucoup le mot de background, j'utilise beaucoup les deadlines, des briefings, in fine, etc. Alors que je peux avoir en face une personne arabophone. Je peux avoir en face une personne purement francophone. L'anglais, ce n'est pas son outil de travail ou ce n'est pas une langue qui l'intéresse. C'est à moi de m'adapter à elle. Donc, même si j'utilise justement, là, je pense que, excuse-moi Nawel de te couper, là, il y a Leila Abdeli et Abdelhalim Hafid qui ont posé une question dans ce sens et qui nous disent est-ce professionnel de répondre en anglais à un email reçu en français? Donc là, cette partie-là, je pense qu'elle va répondre à leur question. Très bien. Alors, quand on reçoit, je sais que parfois certaines entreprises, c'est mandatoré chez eux, ils sont obligés de travailler avec cette langue parce que c'est une multinationale, ils sont cotés en bourse, ils travaillent avec d'autres groupes dans d'autres pays. Mais quand on reçoit en français, on répond en français. Par contre, rien ne nous coûte d'intégrer un autre texte en anglais. Moi, je pense que c'est très important de parler de la langue de son interlocuteur. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand j'invitais des journalistes pour des couvertures presse, parce que dans la communication, on fait aussi du PR, donc relations presse. Quand je faisais des kits presse, qu'on appelle les documents qu'on donne aux journalistes pendant un événement médiatisé, je veillais toujours, j'étais dans le pharma, à traduire mes documents. Et le groupe en anglais, je les traduisais en français et en arabe. Pourquoi, d'après vous? Pour éviter la déperdition. Un journaliste arabophone en anglais ou la francophone en anglais. Il peut comprendre l'anglais. Je ne dis pas que tout le monde ne comprend pas l'anglais. C'est une langue. Au contraire, la génération actuelle, elle est très anglophone, je le constate. Par contre, pour moi, pour que mon message soit relayé, pour que mon message soit compris, je travaille avec la langue. C'est à moi de m'adapter, pas à eux.
voyez, donc surtout que c'est ma cible principale. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Ensuite, Oui, dans nos justement, ça écrits, concorde avec ce que tu disais justement sur le fait de s'adapter à son interlocuteur et d'adapter son message à son interlocuteur. exactement, ça va dans ce sens. Donc, ensuite, ce qu'il faut, parmi les choses aussi à éviter de faire, c'est d'utiliser des tourneurs négatifs, difficiles à comprendre. Essayez d'utiliser toujours des affirmations. Exemple, au lieu d'écrire n'hésitez pas à nous appeler, idéalement, écrivez appelez-nous. Pourquoi les tournures négatifs? Vous savez, le négatif fait fuir, hein, même si on aime bien les gens critiques, enfin ceux qui apportent des choses, hein, je suis critiquée pour critiquer, etc. Mais les tournures négatifs, en général, le cerveau les bloque, entre parenthèses. Toujours dans les conseils pour mieux rédiger, ce qui est important aussi, c'est de travailler son style. Quand vous allez écrire, vous allez vous entraîner pour travailler votre style, vous allez être connu pour un style. Regardez si vous êtes, par exemple, souvent sur LinkedIn ou Facebook, et vous suivez des personnes, vous êtes des followers de personnes, ou vous êtes fan de quelqu'un. Vous savez, à force, sans voir qui a publié, qui a écrit cet écrit. Est-ce que la personne elle est sarcastique, elle est critique? Est-ce que la personne elle est de good vibes? Donc c'est quelqu'un qui envoie du lourd ou là il envoie du positif, etc. Vous allez vous la reconnaître rien qu'en voyant son style. Donc les phrases longues à éviter. Moi j'ai toujours traîné, je fais un grand travail sur moi-même pour éviter les phrases longues parce que j'aime rédiger, j'aime parler et j'aime communiquer. Du coup, par contre, les phrases longues, c'est pas tout le monde qui entre dans votre cerveau pour comprendre où est-ce que vous allez dans votre délire. Donc, il faut se limiter, utiliser la ponctuation, ne pas hésiter à utiliser le style de la communication digitale. On va le voir ensemble tout à l'heure. Toujours dans les conseils de mieux rédiger, si tu permets, Yasmine, next slide, please. Alors, essayez aussi, juste avant aller. Donc, essayez aussi de placer une idée par paragraphe. Une idée par paragraphe. C'est comme un email. On ne va pas tout dire dans un email. Un email doit contenir un sujet, la même chose dans les écrits. Ne mettez pas trop d'idées dans le même paragraphe pour garder la concentration de votre interlocuteur. Je vais vous donner un exemple. Au lieu d'écrire à l'intention de, à destination de, au bénéfice de, je vais écrire pour, tout simplement. Au lieu d'écrire compte tenu du fait que, en raison du fait que, au vu du fait que, on va rester sur quelque chose de plus simple en partant de la constatation que remplacer tout ça par parce que, puisque, vous voyez, c'est des utilisations très simples qu'on peut utiliser quotidiennement dans nos écrits. Restez concis, restez précis. Tout ça, vous allez les voir ces exercices quand on va partager les slides. Donc, ce n'est pas un cours de langue française pour entrer dans le détail, mais je vais vous donner quelques pistes. Préférez toujours la voix active à la voix passive. Par exemple, au lieu de dire si vous avez mal aux yeux, il est déconseillé de rester longtemps face à vos écrans, écrivez plutôt. N'utilisez pas vos écrans si vous êtes fatigué, par exemple. Et, langue correcte à la place de la langue abstraite. Au lieu de dire évolution négative de l'économie, je vais dire déclin économique. Next slide. Donc, évitez les répétitions, les textes volumineux. Les gens ont peur de... On va faire un exercice rapide tout à l'heure. Quand ils voient un bloc de texte, ça ne donne pas envie de lire. Donc, et les plagiats aussi. Sur ces histoires de plagiat, même si un sujet vous intéresse, essayez, ne copiez pas. Reprenez un autre angle d'attaque et reprenez le sujet. Parce que les sujets, parfois, surtout si on est un producteur de contenu,
on a un bug, on n'a plus d'idées, ça arrive à tout le monde. Il y a un sujet qui nous intéresse, évitez de copier, même si le sujet vous intéresse, reprenez-le avec un autre angle d'attaque en le développant. Faites attention aussi aux erreurs d'orthographe, de grammaire, la ponctuation, et faites surtout attention aux erreurs d'inattention. Pourquoi? Parce qu'il suffit que vous êtes sur quelque chose, utilisez la technique de la concentration sur la même rédaction pendant, par exemple, vous allez scinder, vous allez vous concentrer 15 minutes et vous reposez 5 minutes, par exemple. Il y a plein de techniques sur ça, mais restez concentré sur votre texte parce que le fait d'être dispersé, ou quelqu'un va vous interrompre, vous allez perdre le fil conducteur et vous allez vous retrouver dans la répétition et vous allez perdre aussi la précision. Laissez reposer votre texte. Moi, je le dis surtout quand vous êtes fâché. Il y a parfois des emails qui énervent dans la vie professionnelle. Réagissez, écrivez votre texte, laissez-le en brouillant jusqu'à ce que vous vous calmez. Et non seulement vous allez écrire avec plus de courtoisie, vous allez répondre intelligemment, mais encore vous allez détecter les erreurs s'il y en a. Alors, vérification par une personne bienveillante qui maîtrise le sujet, qui maîtrise la langue, ou bien par des correcteurs. On va voir, je vais partager avec vous quelques-uns. Et rédiger quotidiennement. Plus vous rédigez, plus vous allez vous améliorer. Les histoires de majuscules, juste après celle-là, Yasmine, s'il te plaît. Alors, la majuscule, vous savez, quand on écrit en majuscule… Excuse-moi, j'ai un petit couac sur mon PC, si tu permets. D'accord. Alors, on passe à la slide suivante. C'est bon comme ça? Voilà, la 13e. Parfait. Donc, la majuscule, évitez d'en abuser parce que ça nuit au final à la lisibilité du texte. Si vous utilisez une majuscule, vous avez un but aussi. Donc, ça peut être considéré, certains, ça les interpelle. Il m'a, ou la, elle, ou ils m'ont écrit en majuscule. Ça peut être considéré même comme une personne qui hurle sur une autre personne. Ça peut être interprété aussi comme ça. Donc, les éléments, par exemple, qui suivent, on n'utilise pas les majuscules, mais on le fait quand même parce que c'est une erreur qui revient souvent. Les noms des mois, on n'utilise pas la majuscule. Les jours de semaine, on n'utilise pas la majuscule. Les titres et la qualité des personnes, on n'utilise pas la majuscule. Les fonctions aussi, par exemple, le titre d'une personne, par exemple, le professeur Foulen, on ne va pas écrire professeur avec un P. On va qu'alourdir encore le texte et apporter l'attention de l'œil sur une information qui n'est pas aussi importante, etc. Donc, c'est des bases à l'école, mais on l'oublie. On l'oublie. Après, il y a des habitudes qui s'installent, des habitudes de rédaction et des habitudes de faute qui s'installent avec le temps. Si on doit les corriger, on les corrige une fois pour toutes pour qu'on ait un texte le plus clean possible. Site de correction. Là, je vous partage la slide juste après. Quelques sites que je vous recommande d'utiliser. Mais attention, toujours vérifier après un site. Ça ne veut pas dire que les propositions faites par ces sites peuvent être correctes à 100%. Vous voyez votre rédaction et le sens que vous vouliez donner à votre texte. Donc, vous avez bonpatron.com, everso.net, ils corrigent, par exemple, il y a ceux qui corrigent même la ponctuation. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Vous copiez-collez votre texte, vous reprenez le texte proposé et vous revoyez encore est-ce que c'est aligné au sens que vous voulez donner à votre texte. On parle maintenant de plus en plus du contenu web. On utilise… Il ne se passe pas un jour où on ne commente pas, on ne poste pas, on ne lit pas un post, on n'est pas tenté par partager une information, etc. D'où j'ai trouvé, j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure avec Yasmine, on a trouvé que c'était important qu'on partage ces quelques tips que vous pouvez utiliser. Comment créer un contenu engageant? C'est très important de voir ces étapes-là. D'abord, parler d'un sujet que vous maîtrisez. C'est comme la prise de parole en public.
On ne se prétend pas expert, on est expert ou on ne l'est pas. Même si je ne suis pas expert dans un domaine et que ça m'intéresse, je vais faire des formations et des lectures sur le sujet de telle sorte que je deviendrai un expert. Donc, quand vous écrivez sur un sujet, moi je suis consultante, formatrice en communication, en journalisme, marketing, je ne vais pas m'amuser à faire des écrits médicaux. Je ne suis pas un médecin. Je ne peux pas partager des informations, sauf si je cite la source, l'OMS par exemple, ou une citation d'un professeur, etc. Donc, c'est très important de maîtriser son sujet pour se positionner sur ce sujet et offrir une valeur ajoutée. On a très souvent dit dans l'Institut de journalisme à l'université, un journal, on ne remplit pas un journal, on l'écrit. Donc, ayez du contenu qui a de la valeur, sinon ce n'est pas la peine de partager. Proposez une problématique et avec des solutions et avec votre point de vue, vos rajouts. Pensez aussi à votre cible, à votre audience. Moi, si je suis sur, je ne sais pas, je cite comme ça, un site de développement personnel ou bien de yoga, je ne vais pas mettre des sujets de guerre. Bien que je suis très pacifiste, ça m'étonnerait que je vais traiter ce genre de sujet. Voilà, c'est pour vous dire que soyez cohérents dans vos écrits, ils vous représentent. Regardez les besoins de votre cible. Et un exercice très intéressant quand vous écrivez sur le web, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, etc., vous pouvez aussi, si vous êtes créateur de contenu, vous pouvez aussi avoir des feedbacks de votre communauté. Ils peuvent vous dire, s'il vous plaît, vous êtes expert dans ça, est-ce que c'est possible de traiter tel ou tel sujet? Donc, soyez aussi à l'écoute des propositions de votre communauté. Donc, et aussi, soignez aussi vos titres qui sont accrocheurs. Le titre, il est très, très important et le wording utilisé, donc les phrases qu'on utilise qui devraient être positives. Toujours dans la création de contenu, next slide, donc impliquer ce qu'on appelle le principe de 80-20. C'est quoi 80-20? 80% de votre contenu devrait être informatif, éducatif. Vous donnez. Dans la vie, on donne pour recevoir. Parfois, on donne, on ne cherche même pas à recevoir. Donc, voilà. Quand vous êtes créateur de contenu sur les réseaux sociaux et vous vendez une expertise ou un produit, dans votre page ou là, dans votre site, donnez de l'information au grand public qui ne soit pas commerciale. 20% uniquement de votre contenu doit parler de votre produit, de votre service, ou doit parler de vous, ce que vous allez apporter. Mais le reste, c'est des informations que vos utilisateurs ou les followers ou les gens qui vous suivent, c'est une information utile, c'est une information informative, éducative. Mettez en avant tout ce qui est précision. L'utilisation des chiffres, il aide beaucoup à la compréhension. Je vais vous citer une très, très, très brève anecdote. Quand j'ai défendu mon équipe, quand j'étais à la tête de direction communication dans une multinationale, pour sensibiliser mon PDG, un chiffre, il l'a vraiment sensibilisé. Je lui disais, mon équipe organise jusqu'à 500 événements par an. Vous voyez, il a retenu ce chiffre et il m'a aidé à les développer. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour vous dire que ça l'a interpellé. 500 événements, ça veut dire qu'il y a parfois plus d'un événement par jour. Waouh! Alors, c'est une petite équipe, comment ils font, etc. Exactement, c'est la même chose. Quand vous faites des écrits, appuyez-vous sur des chiffres, des bilans. Et je reviens sur la crédibilité et la source qui devrait avoir ces chiffres-là. Utilisez la technique du storytelling. C'est à la mode, vous l'entendez partout, j'en suis sûre. Storytelling, c'est quoi? C'est l'art de raconter les histoires. L'être humain, il adore écouter de l'histoire, ça vient de notre enfance. On adorait écouter les histoires, on adorait dormir avec les histoires, on adorait tout ça, ça nous rappelle de bons souvenirs. Les histoires ont une puissance émotionnelle qui arrive à convaincre. D'ailleurs, vous allez voir
que beaucoup de communicants utilisent maintenant les histoires pour faire passer les messages. Et pas que sur le rédactionnel, même sur les vidéos et les photos. Ils utilisent l'émotionnel pour toucher. Regardez les pubs qui marchent le plus, c'est des pubs, des pubs où l'émotion est exploitée. Ensuite, on passe au dernier point de ce slide qui définissait votre rythme de publication. Moi, je rédige sur LinkedIn, je me suis engagée avec moi-même pour rédiger un post par jour. Et croyez-moi, c'est très prenant. Donc, je me demande, donc, ils font plusieurs postes par jour, ils n'ont que ça peut-être à faire, ou ils sont très productifs, ou là, c'est des super héros, mais c'est très mobilisant. Rédiger, ça demande à réfléchir à une idée, à rédiger un poste, à le corriger, à trouver des visuels, à trouver des sources. Donc, ça prend du temps. Donc, quand vous avez ce rythme de publication, surtout si vous partagez, par exemple, à une heure précise, qui est les collègues, je poste toujours à 10 heures. C'est ça son slogan sur LinkedIn, par exemple. Les gens, vous allez créer un rendez-vous avec votre communauté. Et croyez-moi, pour le personnel branding, ça finit toujours par payer. Les gens vont vous connaître, vont penser à vous. Vous voyez, donc c'est important de garder ce rythme. La fréquence, elle est importante, mais le timing aussi. Ces histoires de timing dans la rédaction web, elles diffèrent d'un outil à l'autre. Par exemple, pour LinkedIn, généralement, c'est un outil le plus professionnel, le plus corporate. Très souvent, il vaut mieux poster avant 8 heures du matin, poster la pause déjeuner et poster just after work, ça veut dire 17 heures là. C'est ça. Généralement, c'est ça les tranches horaires où c'est recommandé. Mais avec le confinement, déconfinement, ça a beaucoup changé les habitudes. Mais en règle générale, c'est ça. Mais pour connaître les bons timings pour poster, il faut faire des tests jusqu'à ce que vous connaissez votre cible, elle vous suit et interagit le plus avec vous. Ensuite, trop publier pour publier est aussi contre-productif. Voilà, donc à retenir aussi cette règle. Toujours comment rédiger ou créer un contenu engageant, il faut aussi élaborer son propre calendrier éditorial. On a parlé de la régularité. Pour entretenir cette régularité, qu'est-ce que je vais écrire? Non. Il y a un calendrier. J'utilise un calendrier hebdomadaire. Moi, je le fais. Qui est mensuel. Le mois, ils savent ce qu'ils vont rédiger pendant les journées où ils ont décidé d'écrire. Vous voyez, donc par exemple sur LinkedIn, les journées où il y a le plus les plus vues, où il y a plus d'interactions, c'est généralement le mardi et le jeudi. Ils préfèrent utiliser ces 2 journées pour faire des posts. Non, ils sont productifs, ils ont toujours quelque chose à dire, quelque chose à partager. Ils le font tous les jours, c'est plusieurs fois par jour. Donc, vous voyez, c'est la ligne, le calendrier éditorial, c'est quoi? Pour que vous puissiez schématiser. Imaginez, vous avez un calendrier. Le samedi, toute la semaine, qu'est-ce que je vais écrire chaque jour? Aujourd'hui, je vais écrire peut-être une citation motivationnelle. Demain, je vais commenter une actualité. Après-demain, je vais écrire sur une citation. Le surlendemain, je vais écrire sur un avis sur un produit, etc., etc. C'est à vous de voir chacun son sujet et chacun son angle d'attaque. Ils sont très critiques. Même tout est critiquable, donc il décortique l'actualité, il donne des avis sur tout. Non, ils sont plutôt dans l'information positive, la bienveillance, chacun son style. Donc, cette régularité, qu'est-ce que va créer? Elle va créer un rituel, un automatisme. Je sais que telle heure, je vais avoir un poste de la personne que je suis. Sur les réseaux sociaux aussi, très important de tester et d'expérimenter. Vous savez, c'est comme dans les écrits journalistiques. Peut-être une petite brève, on en parlait tout à l'heure, Yasmine, une petite brève de rien du tout peut vous causer même des poursuites parce que c'est de l'information, elle est dangereuse. Un grand article, il peut passer inaperçu, qui peut même faire la une. Donc, il faut tester.
Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et pour tester, il faut y consacrer du temps pour avoir votre site, comment qu'elle fonctionne. Ensuite, choisissez les bons visuels. L'expérience de journal. Quand vous achetez une revue, vous allez vous retrouver à faire ça. D'abord, vous allez voir toutes les photos. Après, vous allez voir le sommaire ou la rédaction. Les visuels sont très, très, très importants dans la publication, dans les réseaux sociaux, ou là, dans votre site web, etc. Les choisir, c'est important aussi. Essayez d'avoir des photos avec copyright. Il ne faut pas, attention aux photos plagiées, ou les photos où il faut payer des frais et vous allez les piquer. Par exemple, vous pouvez utiliser Canva qui est gratuit, il y a une grande partie qui est gratuite. Vous pouvez aussi mettre, vous allez googler, vous allez trouver écrivez images avec droit libre. Et vous avez une banque de photos où vous pouvez les exploiter, des photos de bonne résolution vous pouvez exploiter sur vos réseaux sociaux. Pourquoi, next please. Pourquoi les visibles, Nawal? Pardon? C'est visible, Nawal, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Pourquoi les visuels sont si importants? Regardez cette slide. Elle vous interpelle pas. Tout ce que je vous ai demandé de ne pas faire est dans cette slide. Un bloc de texte. Alors que dans cette slide, il y a des informations très importantes sur l'importance d'utiliser les visuels. Un contenu avec des images pertinentes obtient 94% plus de vues qu'un contenu sans images. 63% des médias sociaux sont faits à base d'images. Vous voyez, il y a plein d'informations importantes. Mais parce que c'est un bloc, je ne l'ai pas illustré, ça peut passer inaperçu. Si on était ensemble dans une salle de formation, on aurait fait ensemble l'exercice de donner forme à cette slide. Next slide, please. Alors, comment s'améliorer en rédaction professionnelle ou personnelle? Regardez cette image. Cette dame qui est en train, cette sportive qui est en train de réaliser une prouesse ou un étirement de yoga, elle ne l'a pas fait du jour au lendemain, on est d'accord, on ne peut pas avoir des tablettes de chocolat du jour au lendemain si ce n'est pas des sacrifices sur le plan, c'est la nourriture healthy et la salle de sport. Ça, on n'est pas avec des tablettes de chocolat. Donc, pour s'améliorer en écrit, c'est comme pour s'améliorer dans la musique ou n'importe quelle compétence, il faut s'entraîner en écrivant beaucoup, en bloguant. Bloguer exige d'écrire avec régularité. Essayez au moins de commencer par Facebook ou la LinkedIn. Après, vous allez, Inch'Allah, ouvrir des blogs. En tenant un journal, écrire tous les jours permet. Tenir un journal, ça a un double effet positif. Vous allez non seulement améliorer votre rédaction, mais aussi vous sentir bien. C'est connu et reconnu par la psychologie de développement personnel. Tenir un journal nous permet de nous libérer nos émotions, de mettre nos émotions sur écrit. D'ailleurs, idéalement, vous pouvez mettre, par exemple, faire l'exercice de 3 kiffs par jour, à savoir écrire 3 choses qui vous ont fait du bien durant une journée. Et si vous allez voir, ça a un pouvoir magique qui est la gratitude. Vous allez vous sentir bien. Donc, essayez d'avoir votre propre journal. En corrigeant définitivement ces erreurs les plus fréquentes. On a parlé des erreurs qu'on a gardées, qui nous suivent depuis toujours, essayez de connaître les règles une fois pour toutes pour les corriger. Lire à haute voix permet aussi d'entendre ces messages. Et quand on entend ces messages, on arrive à les corriger. On peut imaginer une version plus courte, par exemple, ou bien on peut imaginer une version améliorée. Et bien sûr, le fameux conseil qu'on a eu tous à la maison et à l'école, lisez énormément.
ça nous permet de nous améliorer. Next slide, please. Alors, dans la rédaction digitale, que ce soit pour Facebook, LinkedIn, Twitter ou n'importe quel réseau social, d'où vient l'inspiration? Je vous ai dit tout à l'heure, le niveau d'inspiration diffère d'une personne à une autre. Il y a des personnes très créatives, il y a d'autres moins, chacun ses qualités. Parfois, il faut aller la chercher, cette inspiration. Elle ne vient pas comme ça. Je vais vous donner quelques tips, quelques conseils qui vont vous permettre d'être producteur de contenu et d'être inspiré. Premièrement, surfer sur la vague. Là, l'ordre n'est pas par ordre de pertinence. Chacun va trouver son bonheur. Hein. Chacun quelle est son trait actualité, fil d'actualité. Vous pouvez développer du contenu autour de l'actualité, suivre l'actualité. Il y a le sujet qui fait la une d'aujourd'hui et vous allez publier un post pour commenter ce sujet. Vous allez observer votre environnement, observer les autres. Observer, c'est un exercice que font beaucoup les auteurs hein, quand ils deviennent au fil du temps de fins observateurs de la vie. Suivez aussi les gens qui génèrent des contenus de qualité. Moi, je veux écrire sur le développement personnel, sur la communication. Je vais essayer de suivre les meilleurs qui sont dans ça. Et d'un coup, vous savez dans quoi vous voulez vous investir. Et croyez-moi, il n'y a pas un sujet trop abordé. Vous savez, quand vous suivez, par exemple, le développement personnel, vous allez trouver le même sujet traité par 36 000 personnes. Vous pouvez aussi revenir sur le sujet en partageant une expérience, un nouveau, ou bien un nouvel angle d'attaque, etc. Et écoutez aussi votre audience, c'est écouter son feedback. Quand, par exemple, je suis quelqu'un et je lui ai écrit mon commentaire, lier ses commentaires, ça peut être aussi une source d'inspiration. D'ailleurs, je vous invite aujourd'hui, si vous avez un sujet de développement personnel ou bien un sujet de communication, avec Yasmine, on est attentif à vos propositions, donc vous pouvez le partager dans le chat. Il y a un proverbe qui revient souvent, qui est de la discussion jaillit la lumière. Moi, c'est un proverbe que j'expérimente souvent et croyez-moi, quand je parle à mon entourage, à mes amis, à mes collègues, j'ai beaucoup d'idées. D'ailleurs, je les note et je dis merci à la personne. C'est grâce à toi que j'ai pensé à un autre angle que celui qui m'est venu en premier. Donc, votre entourage peut être aussi une source d'inspiration. Et surtout, pour ne pas perdre ces idées qui nous viennent très souvent au moment où on n'a pas de quoi noter, ayez avec vous un petit carnet pour noter ces idées. Si vous n'avez pas un petit carnet, utilisez votre téléphone, utilisez le dictaphone de votre téléphone, etc., etc. Parce que parfois, au réveil, génère une idée importante. Le cerveau est tellement reposé que ça génère une idée importante. Ayez de quoi noter, par exemple, à côté, etc. Parce que sinon, d'ailleurs, les gens qui ont réussi, ils ont tous pratiquement cette bonne habitude. Ayez à l'esprit toujours d'avoir quelque chose sur quoi noter. Pratiquez aussi les ateliers d'écriture. Il y a des ateliers, ils vous donnent un sujet au hasard. Au hasard, vraiment au hasard, ils vous disent écrivez sur le sujet. Un exercice que vous pouvez faire vous seul. Vous prenez un dictionnaire, prenez un mot et vous développez un sujet autour de ce mot. Ça, c'est aussi tout à fait accessible à tout le monde. On peut aussi lire des articles, par exemple, quand on est dans une bibliothèque ou à la librairie, et qui peut aussi nous inspirer. Des situations de la vie aussi peuvent nous inspirer. J'espère que ces tips vont vous aider pour être créateur de contenu. Alors, on passe aux réseaux sociaux. Avant de récolter des réponses à la question qu'on avait posée au début de notre webinaire, pour vous donner aussi quelques aussi conseils si vous rédigez sur les réseaux sociaux. Un
important de réaliser ce qu'on appelle le monitoring quotidien. Monitoring, c'est quoi? Faire une veille, c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure, je peux faire une veille sur une personne qui excelle dans un domaine et je suis ce qu'elle fait. Donc, ça peut nous aider aussi à donner un autre contenu en s'inspirant d'elle. Opter pour une thématique qui est CEO friendly. Vous savez, quand on écrit sur les réseaux sociaux, il faut aussi se positionner. Il faut que Google nous aime. Il faut qu'on sorte dans les recherches Google. Donc, d'où c'est important d'avoir un SEO friendly. Élaborer une ligne éditoriale. Vos écrits vous représentent. On a dit tout à l'heure, l'e-reputation, ça vous poursuivra forever, même si vous voulez. Vous savez, il y a certaines stars qui utilisent des agences de communication pour écraser le contenu négatif sur les réseaux sociaux et sur la toile. Et c'est pas gagné, même si on dépense beaucoup d'argent. Donc, ça reste, la trace reste. Préparez vos posts à l'avance. Je vous ai dit, c'est pas en se réveillant le matin, hop, je vais poster ça. De préférence, vous avez réalisé un post qui s'est reposé, que vous allez revoir une dernière minute avant de le poster, une dernière fois avant de le poster pour éviter les erreurs. Aussi créer de l'interaction. Quand j'écris un post, j'utilise toujours action to call. Ça veut dire quoi? Je demande aux personnes qui m'ont lu, à qui j'écris, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils peuvent apporter leur contribution, etc. Créer de l'interaction. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une communication. Et dans la vraie communication, il n'y a pas l'information, ce n'est pas top-down, ce n'est pas je donne l'info, mais c'est aussi je recueille le feedback. Identifier, comme on l'a dit, les meilleurs moments de publication. Ça dépend de l'outil, ça ne dépend pas de nous. Chaque outil a ses habitudes. Faire des bons hashtags, il ne faut pas en abuser. Généralement, la règle est qu'on a 3 à 5 hashtags. Donc, essayer d'avoir des bons hashtags, donc bien les identifier. Exploiter les bons visuels. On a partagé tout à l'heure le pouvoir du visuel, il ne faut pas le négliger. Une photo les tardem, entre parenthèses, qui fait du bien à votre texte, pas l'inverse. Mais il ne faut pas elle complète la pertinence de votre texte. Créer aussi du contenu innovant et lancer des débats pour créer l'interaction. Et enfin, tester, analyser, parce que c'est ça, pour trouver le bon rythme, le bon timing, etc., il faut tester, retester. Yasmine, tu es là? Oui, Nawel, tu me reçois? Oui, 5 sur 5. Oui. Il y a une lenteur et des fois, en fait, le micro ou bien surtout la caméra se coupe. Eh bien, déjà la qualité de la connexion. Pas grave, l'essentiel, le son, mais marche. Yasmine, s'il te plaît, on avait posé une question, deux questions au début du webinaire, est-ce qu'on a eu des réponses? Oui, quelques-unes, oui. Alors, si tu permets juste que je les retrouve. Ok. Alors, Lamia Bouhadid nous dit pas beaucoup, 0 à 5 quand c'est une grosse journée. Entre 0 et 3. Moyenne de 10. Voilà, donc c'est les réponses qu'on a eues. On a eu aussi des réponses sur quels sont pour vous les basiques de la rédaction des emails. On a eu certaines réponses aussi dans ce sens. Donc, on a Mélissa Inous qui nous dit, pour moi, les basiques de la rédaction des emails, commencer par une bonne formulation, choisir des mots-clés. Ensuite, clair et précis, bien structuré, pas trop long, sans faute d'orthographe, avec des formules de politesse. Structurer le contenu, commencer par le positif, relativiser les points négatifs, les exprimer subtilement. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a eu comme réponse à la deuxième slide. Tana, où tu avais demandé le nombre d'emails qu'on recevait quotidiennement et quelles étaient, selon nous, les principales règles d'une bonne rédaction. Parfait, Yasmine. Merci beaucoup, l'équipe. Merci à toi, Yasmine.
Ben, je vous dis bravo. Déjà, il y a beaucoup de réponses dans ce que vous avez présenté ou proposé comme réponse. Il y a beaucoup de tips qu'on peut reprendre. Et puis, pour ceux qui ne reçoivent pas beaucoup de mails, je trouve que c'est très bien parce qu'on peut être noyé parfois par des mails qui pouvaient être remplacés par un call, par un appel ou une communication directe. Très rapidement, parce que je trouve que généralement, d'après les feedbacks que j'ai reçus, le sujet est assez maîtrisé. Je vais revenir sur les basiques rapidement pour les personnes qui utilisent ce support de communication le plus utilisé en entreprise maintenant. Donc, pour les échanges professionnels et même personnels, parce qu'on écrit aussi des mails pour les entreprises en dehors les institutions en dehors du travail. C'est vrai qu'il est moins formel qu'une lettre administrative avec un papier en tête, un logo, etc. Mais il reste un support qui doit respecter certaines règles d'usage. Donc, il ne faut pas le négliger. C'est un écrit professionnel aussi qui doit respecter les règles de la rédaction. Donc, avant d'écrire, je dois aussi me poser quelques questions. Quel est le degré d'urgence? Si c'est très urgent, je remplacerai ce mail par un call ou une communication directe. Après, il y a parfois des mails qu'on doit écrire pour la traçabilité et je l'écris en même temps. Je dois aussi connaître mon interlocuteur. Je n'écris pas de la même manière à mon collègue, à mon responsable, à un partenaire, clé ou pas, etc. Donc, je dois connaître les interlocuteurs. Comment je dois m'adresser? La forme, elle est importante aussi. Est-ce que quel est mon objectif? Est-ce que j'attends une action? Parce que il faut que je cherche telle ou telle information et ils oublient d'écrire la deadline. Pour quand vous cherchez cette information? Et après, je me pose cette question, quand je relis, est-ce que le message est compris? Surtout quand vous écrivez, surtout si vous êtes dans la communication, très souvent vous écrivez à toute l'entreprise. Votre mail, il est plus sensible que les autres mails. Parce que il ne faut pas oublier une chose, que le mail, il peut voyager, donc il peut circuler en dehors de l'entreprise, il peut aller donc garder quand même une certaine ces règles qu'on doit voir ensemble. Et se poser la question, est-ce que je veux inviter, je veux informer, je cherche une action ou une réaction. Dans l'objet de mail, évitez d'écrire un journal. L'objet de mail, il doit contenir 5 à 7 mots maximum. Il doit être clair et précis, en relation directe, mais vraiment directe avec le sujet. Les mots-clés, ils sont très importants de les choisir. Une phrase nominative, on n'est pas obligé de créer un verbe dans l'objet du mail. Et je vous donne quel exemple. Vous pouvez écrire quelques exemples. Vous pouvez écrire demande d'information ou bien rapport de tel événement. Voyez, donc, ou bien invitation. Déjà, les gens, quand ils lisent l'objet du mail, ils ont une idée. Après, si c'est urgent, vous pouvez mettre urgent signalé à côté. Si c'est pour informer, on peut rajouter un mail informatif, etc. Les formules d'appel, pour la personne qui a tout à l'heure parlé des formules d'appel, c'est très important de les adapter à notre cible. Si j'écris à mon responsable, c'est pas comme quand j'écris à mon collègue qui peut être aussi un ami. Mais restez quand même professionnel, même si votre collègue est un ami, parce que c'est des écrits professionnels qui sont tracés et qui sont dans la, comment on appelle ça, dans la messagerie de l'entreprise. Donc, restez formel. Après une formule, il faut que ça soit en relation avec l'objet du mail. Je vous ai résumé un petit tableau qui sera partagé avec vous à la fin, avec la présentation, pour connaître les formules d'appel, que ce soit à la fin, au début de mail ou bien à la fin. Donc,
Quand vous connaissez la personne, vous mettez le nom, vous mettez aussi la relation. Quand la relation, elle est impersonnelle, vous ne savez pas à qui vous allez commencer par bonjour et terminer avec cordialement, tout simplement. Relation informelle entre collègues, vous pouvez écrire bonjour et vous mettez le nom. Ou la hi, ou la hello, ça dépend aussi de la culture de l'entreprise. Après, il y a cette histoire de je vous vois ou je tutoie, ça change d'une entreprise à une autre. Et on fait plusieurs entreprises durant ma carrière. Les gens peuvent trouver bizarre que vous les vous voyez, ils insistent pour que vous les tutoyez, et inversement, d'autres personnes insistent pour garder le vouvoiement. Les destinataires, donc, attention aux destinataires. Est-ce que je fais une copie cachée ou pas? En tous les cas, la personne à qui le mail est adressé principalement. Le tour de mail, gardez la pyramide qu'on a vue tout à l'heure, qui est la pyramide inversée. Donc, commencez par l'information principale, ensuite aller vers le détail. Comme ça, vous allez mettre ça va aider les autres personnes à mémoriser le sujet. Un paragraphe arrivé. Et un paragraphe ne doit pas compter plus de 5 lignes. Donc, ce n'est pas un journal que vous écrivez, mais un mail. Des phrases courtes toujours, avec des mots et des mots. Et toujours ces histoires de positif, négatif, toujours employer les jargons et la terminologie trop technique, la réserver souvent. Comment on dit, elle est efficace si la personne est médicale, on l'a vu tout à l'heure. La mise en forme, elle est très importante. Utiliser des polices professionnelles. Allez, vous utilisez plein des entreprises qui ont une charte graphique qui est utilisée même dans le mail. Donc, vous avez une police, vous devez utiliser dans vos échanges professionnels. La taille, elle doit être visible. Pas moins de 12 points, c'est très important. Même si on porte des lunettes, on ne peut pas lire tout ce qui est minuscule. Éviter l'usage de l'italique, le gras, vraiment avec beaucoup de recul, parce qu'il doit servir votre message et non pas le desservir, parce que ça peut être interprété comme une agressivité quand vous mettez du gras ou la majuscule. Et bien sûr, pour bien conclure un email, il faut toujours marquer, mettre une marque de il y a un peu de bruit. Nawal, on te reçoit pas. Moi, perso, je t'entends un peu assuré. C'est bon? Vous me recevez ou pas? Là, oui. Nawal, est-ce que tu me reçois? Oui, vous me recevez? Oui. Ah, très bien, ok. On a parlé de la mise en forme. Next slide, s'il te plaît, Yasmine. Yes. Donc, quand on a dit tout ce qui est majuscule, ça donne l'air que vous êtes en train de crier sur la personne. Ça fait peur, ça interpelle et les gens vont oublier votre message. Il y a aussi la formule doit être, comme on l'a dit, de rappel doit être adaptée à votre destinataire. Bonne journée, on peut l'utiliser pour des collègues. Au plaisir de vous revoir, seront plus appropriés pour des emails destinés, par exemple, à un client. Les formules de politesse type salut, amitié, sont exclusivement réservées aux personnes qu'on connaît, à notre entourage. Je ne peux pas dire salut à mon responsable. Ça dépend aussi de la culture de l'entreprise, qu'ils sont dans ça, mais ce n'est pas général. Préférez plutôt tout ce qui est formule affirmative et positive, on l'a dit.
Je reste à votre disposition pour plutôt qu'une phrase négative. N'hésitez pas à revenir vers moi, qu'on utilise très souvent sans le rendre compte. Next slide. Encore une, voilà. La signature du mail, please, quand vous écrivez, que ce soit pour un mail perso, professionnel, ayez l'habitude d'intégrer votre signature électronique. C'est votre carte de visite. Alhamdulillah, les logiciels du courriel électronique disposent d'une case où vous pouvez remplir ça et ça va venir d'une manière, il y aura un automatisme, vous n'êtes pas obligé de l'intégrer à chaque fois. Mais mettez le nom de votre entreprise, votre nom complet, votre fonction et exploitez la signature pour faire de la communication pour votre entreprise. Par exemple, vous allez mettre le site web, vous allez mettre la page Facebook, vous allez mettre aussi, si vous avez le groupe LinkedIn, etc. Donc, et dans la charte graphique d'une certaine entreprise, vous avez tout ça. Ou la communication, vous partagez ça, ou bien le helpdesk, vous l'intègre dans vos machines. Next, please. Alors, les règles de base sont pratiquement les mêmes de la rédaction, même pour les mails. Donc, vocabulaire précis, restez sobre, n'utilisez pas les terminologies qui ne sont pas aussi comprises par tout le monde. Je rajouterai aussi un email où il n'y a pas d'objets peuvent être assimilés à des messages indésirables. Faites attention, vérifiez ça avant d'appuyer sur envoyer. Vérifiez aussi que le mail ne contient pas des informations sensibles et confidentielles. Je vous ai dit un mail voyage. Quand il y a par exemple une situation de crise au sein de l'entreprise, encore plus, il faut faire encore plus attention à ça, parce qu'il peut être, on peut le retrouver en dehors de l'entreprise, on peut le retrouver avec le groupe, par exemple, etc., etc. Il peut être utilisé par des personnes qui n'est pas bienveillante. Donc, et ne mettez surtout pas de mot de passe, etc., dans vos mails, parce qu'ils peuvent aussi être transférés. Next. Toujours dans la phase de la correction, faire attention à l'orthographe, la syntaxe de vos emails, éviter la majuscule encore une fois, et toute la ponctuation, il faut l'utiliser avec vraiment avec mesure parce qu'elle peut véhiculer une émotion et éviter tout ce qui est smiley, etc. dans les écrits professionnels. Next, s'il te plaît. Les soulignements, laissez-les pour les hypertextes, les hyperliens, pardon. Et les hyperliens, renommez-les. Ne laissez pas un hyperlien complet, vous avez la possibilité de le renommer et de le personnaliser, donc utilisez ça. Les abréviations, vous les oubliez. Laissez, comme je dis tout à l'heure, reposez votre texte pour que vous puissiez trouver sur tous les mails qui, je vous ai dit, ça c'est vraiment une astuce à utiliser, les mails qui énervent, qui génèrent de l'émotion, laissez-les reposer le temps que vous retrouvez votre calme et écrivez comme ça. Non seulement vous allez modérer votre écrit, mais aussi trouver des fautes s'il y en a. Et bien sûr, avant d'envoyer, vérifier les destinataires. Durant ma carrière professionnelle, j'ai eu à gérer des situations de crise parce qu'un mail qui n'était pas destiné à la même personne se retrouvait chez cette personne. Parce que la personne qui l'avait envoyé n'a même pas checké les destinataires. Donc, c'est des erreurs qui arrivent, c'est humain, mais surtout quand vous travaillez avec des prestataires importants, là, le sujet il est délicat et tout, vous recheckez tout ça. Ça vous prend quelques secondes, mais ça vous évitera beaucoup de problèmes. Next. Alors,
vous avez répondu, alhamdoulilah, vous n'avez pas trop de mails et c'est tant mieux parce que trop de mails tue le mail. Et noie l'information principale dans le panier des mails reçus. Essayez d'être à jour dans vos mails. Quand il s'agit d'une action attendue, on vous a envoyé un mail, ils attendent une action, faites-la, surtout si ça prend quelques minutes de suite et archivez votre mail. Si c'est un mail informatif, vous le classez. Si c'est un mail qui ne sert absolument à rien, supprimez-le. Se désabonnez aussi des pages qui ne vous intéressent plus et ne mélangez surtout pas les mails personnels avec les mails professionnels. Et je dirais enfin, ne remplacez pas la communication directe par des sujets pour les sujets qui ne méritent pas, franchement, un mail. Pour les sujets qui demandent de la traçabilité, ok, j'écris, je vais voir la personne. Mais il y a des sujets qui ne méritent vraiment pas d'écrire un mail et ne transformez pas votre mail professionnel en messagerie. Car on va aller manger, on va sortir, on va… Non, ça, c'est un mail professionnel. Quand on interagit avec une ou un collègue pour la pause déjeuner, ne transformez pas votre mail, vous allez encombrer votre messagerie inutilement. Next. Enfin, les rappels de mail, ça existe. Parfois, on fait des erreurs. Heureusement qu'il y a cette fonctionnalité dans nos messageries Outlook. Même Gmail, le temps accordé, il est minime. Il faut se rendre compte rapidement de son erreur. Vous avez le rappel de mail pour les oublis de pièces jointes. Là, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas tout dit, etc. Utilisez aussi ça. Enfin, je pense qu'on est arrivé presque à la fin. Voilà un exemple de mail qui ne donne pas envie de lire. Vous imaginez, vous recevez ce genre de mail pour des vœux. Donc, franchement, c'est un mail mal rédigé, il n'est pas aéré, l'écriture, elle est trop petite pour être lue, etc. Et juste après cette slide, on va retrouver un mail qui donne envie parce qu'il est structuré. Yasmine, next, please. Voilà, qui donne envie. Il y a des puces, il y a des salutations, il est aéré, des phrases nominatives, etc. Pour finir, si je devais vous donner quelques astuces takeaway, franchement quelque chose que vous devez garder, parce que je sais que c'est pas évident de garder toutes les informations qu'on a vues ensemble, je dirais que rédiger est une compétence mandatory, obligatoire à avoir dans la vie personnelle et professionnelle. Vous le savez pourquoi? Parce qu'il ne se passe pas un jour sans que vous écriviez quelque chose. Une compétence qui s'apprend et se muscle. Rappelez-vous des fameuses tablettes de chocolat. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a un corps d'athlète. Il faut y travailler, il faut aller en salle de sport et tout. C'est la même chose pour cette compétence. Il faut appliquer ce qu'on a vu ensemble. Les règles de base pour toutes les rédactions, pour toutes les langues sont les mêmes, que j'écrive en arabe, en anglais, en français, pratiquement ça revient. Ce qui change, c'est qu'il faut apporter quelques réajustements par rapport au support qu'on utilise. Si j'écris sur du papier, c'est pas comme si j'écris sur un réseau social. C'est la seule différence. Voilà, j'espère vous avoir convaincu pour développer cette compétence. On est arrivé à la fin de ma présentation. Je suis prête pour recevoir vos questions. Et si on n'a pas le temps et vous n'avez pas pensé à une question là tout de suite, vous pouvez me contacter. Je vous laisse même mon numéro de téléphone et ma boîte mail et les réseaux sociaux sur lesquels je suis présente. Donc, bienvenue à vos questions et merci de m'avoir écouté. Eh bien, merci infiniment, Nawel, pour ta présentation qui était riche justement en informations et surtout riche en conseils pour s'exercer à améliorer ses écrits professionnels et plus particulièrement le mail qui est le plus utilisé.
Là, justement, on a reçu quelques questions. Donc là, est-ce que les conseils que tu as donnés s'appliquent aussi à l'écriture d'une lettre de motivation professionnelle? Là, Très c'est bien. une question de Mustafa Ben Amara. Très bien. La majorité des conseils qui ont été partagés s'appliquent effectivement sur la lettre de motivation professionnelle. Je rajouterai pour la lettre de motivation professionnelle qu'il faut la personnaliser pour se distinguer. On dit bien ça existe chez nous, hein. C'est un proverbe algérien. Franchement, pour se distinguer, parce que je ne suis pas RH, mais mes amis RH, ils le savent très bien. Enfin, ils gèrent des centaines de ce type de correspondance. Et la personne qui sort du lot, c'est la personne qui se distingue avec un angle d'attaque différent par rapport au reste. Mais sinon, c'est encore les conseils s'appliquent encore plus sur cette lettre parce que dans cette lettre, on cherche à se vendre et pour se vendre, il faut montrer la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà, donc c'est appliquer ces règles-là et trouver un angle d'attaque différent. Mais avant ça, je rajouterai petite astuce, c'est que la lettre de motivation est destinée à un employeur bien précis. Il faut connaître l'employeur. Donc, il faut enquêter sur l'employeur, qu'est-ce qui l'intéresse. Et je pense que Empoatic a fait beaucoup de webinaires, il a traité beaucoup de sujets sur ces différents réseaux sociaux. Donc, pour accompagner vous pouvez aussi revenir sur les écrits précédents. Exactement, exactement. Donc là, tu as évoqué tout à l'heure ce qu'il ne fallait peut-être pas mettre sur un email et tu as parlé du gras. Donc là, il y a Yasmina Issad qui nous pose la question, peut-on utiliser le caractère gras dans les emails afin de préciser et d'insister sur une information quelconque? Donc par exemple, l'heure, la date, etc. Oui, on peut les utiliser effectivement, mais franchement, réserver le gras, le souligner qu'à des informations très importantes. Je vais vous donner un exemple. Donc, vous avez cité l'heure. Si je sais que oui. le jour où je vais organiser, je connais mon entreprise, ce jour-là, les personnes que je leur envoie le mail, ils ont une réunion à midi, par exemple. Et moi, j'ai besoin de le voir à ma réunion à 14 heures. Je souligne 14 heures parce que je sais qu'il y aura la pause déjeuner au milieu, et il risque de l'oublier, il risque d'y avoir une déperdition. Il n'y aura pas toutes les personnes avec moi. Je le souligne. Le souligner, le gras, n'utilisez pas l'italique beaucoup parce que franchement, il les dessert beaucoup plus qu'autre chose. Réservez-le à l'information que vous jugez principale. Si pour vous, ce mail, le timing de ce mail est important, mettez-le. S'il ne l'est pas, ce n'est pas la peine. Très bien, très bien. Donc là, j'ai aussi une autre question de Bilal Oukali qui nous dit mettre des abréviations et des emojis, est-ce intéressant dans les écrits ou bien est-ce que c'est réservé aux réseaux sociaux? Très, très bien. C'est une excellente question. Je dirais que les emojis et les abréviations, réservez-les surtout aux réseaux sociaux. D'ailleurs, qu'il y ait des emojis spéciaux, dédiés, spécifiques à un réseau social précis. Par exemple, LinkedIn, vous pouvez écrire emoji LinkedIn, vous pouvez copier-coller et les utiliser et c'est très favorable. Pourquoi? La rédaction web exige d'utiliser ces emojis qui complètent le texte d'une part et qui ne vous prend pas beaucoup de place parce que, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Dans le réseau social, vous avez des tailles limitées de texte. Vous ne pouvez pas écrire beaucoup de texte. Parfois, vous remplacez une phrase par un seul emoji. Donc, ça sert votre texte. Qu'est-ce que fera un emoji dans un texte administratif? Non, ça n'a pas de relation. Il ne faut pas mélanger. C'est pour ça qu'on s'adapte à l'outil aussi. On s'adapte à l'outil. L'emoji, les smileys, réservez-les aux réseaux sociaux et aux correspondances entre amis.
Mais tout ce qui est correspondance formelle, évitez. Moi, je pense qu'il faut rester dans la sobriété. C'est très important. Mhm. Très bien, très bien. Là, il y avait aussi une réflexion de Leila Abdelli qui euh, nous disait qu'elle avait tendance à lire, à relire et à relire le contenu de ses emails par peur de la susceptibilité de certaines personnes. Elle aurait peur en fait que son message soit mal interprété. Et justement, quel est ton Oui. commentaire par rapport à ça, Nawel? Alors, Leïla, c'est très, très bien de lire, relire, parce que ça dénote qu'il y a cette volonté d'être, de parfaire son écrit. Par contre, il faut pas aussi, on n'a pas que ça à faire. Hein. Parfois, il faut se donner, parce que n'importe quelle tâche, si on ne lui donne pas un temps réparti, on va s'étaler sur cette tâche. Donc, relire, oui. Une fois, deux fois, trois fois, laissez reposer votre texte, oui, surtout si le sujet est susceptible. Le faire relire par une personne bienveillante qui connaît le sujet, qui est ami au sein de l'entreprise, oui. Par contre, vous savez, c'est important de connaître sa cible. Connaître sa cible. Quand vous avez un responsable, vous savez qu'il est sensible à ça. Vous allez utiliser ou éviter ça et ça. Vous voyez? Donc, c'est important de connaître, comme un bon journaliste. Vous savez, un bon journaliste, avant d'interviewer quelqu'un, il fait une enquête sur lui, sur la personne. Donc, comment qu'elle réagit, sur quoi qu'est-ce qui l'intéresse, sur quoi, comment on peut avoir l'info d'elle si on lui sort un sujet particulier, etc. Donc, connaître sa cible, c'est important. Laissez reposer votre texte, c'est important. Le faire relire pour une personne bienveillante, c'est important. Très bien, très bien. Donc là, il y a Selma qui apparemment a le même problème que moi. Alors, qui dit, j'ai le problème des phrases longues, comment je peux le régler? On est trois. Moi aussi, j'ai ce problème. Je fais un travail sur moi-même. Alors, les phrases longues, je vous ai dit, parfois, on est tellement dans notre délire, ton sujet nous intéresse, nos patients, qu'on écrit et on croit que tout le monde arrive à nous suivre. Non, les gens ne s'intéressent pas de la même manière au sujet qui nous intéresse. Donc, mettez-vous à la place de ces personnes. D'où l'exercice de relire la phrase à haute voix, c'est important. D'où la ponctuation est importante. D'où les puces sont importantes. D'où les phrases nominatives sont importantes. Ça va nous aider à faire un travail sur nous. Parce qu'on traîne tous un défaut de rédaction. À la limite, quand on est dans la presse, quand vous écrivez un article, il y a un correcteur qui passe après vous. Il y a le red chef, le rédacteur en chef qui passe après vous. Mais quand vous êtes en entreprise, vous êtes livré à vous-même. Donc, voyez, donc, vous devez vous corriger vous-même. Tout à fait, tout à fait. Alors là, nous n'avons plus de questions. Ah, c'est-à-dire que ton contenu était justement clair et précis. Tant mieux. Tous les cas, n'hésitez pas. Oui, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite, Nawel. Il y a une question qui vient justement d'arriver, qui est de Adel Ben Salem, qui dit, dans le cadre d'un échange intensif de mails entre collègues, par exemple, est-ce qu'il est nécessaire qu'à chaque fois, donc c'est-à-dire qu'à chaque mail, de réécrire le bonjour au début du mail et de terminer par le cordialement à la fin? Ça dépend des relations. Ils sont très sensibles à ça. D'où je vous ai dit, quand il y a trop, c'est interpellant. Quand il y a un sujet où il y a trop d'échanges, allez voir la personne. Prenez le téléphone et parlez à la personne. Si ce n'est plus une affaire de mail, c'est une affaire d'une réunion, un call ou un face-to-face. C'est la règle number one à ne pas négliger. Ensuite, les formules de politesse, parce que vous avez fait plein d'échanges et vous avez oublié une salutation que vous jugez pas opportune parce que vous avez fait trop d'échanges. Là intervient connaître son interlocuteur.
Quand il s'arrête à ça, dans le monde de l'entreprise, il y a différents profils et on doit s'adapter et connaître tous ces profils. Exactement, J'avais vu exactement. Oui, parce que je n'ai pas lu sur la signature électronique. Je la oui. retrouve. Justement, elle a dit pourquoi mettre l'adresse mail dans la signature, je pense. C'est ça? Très pertinente comme question, parce que parfois on envoie d'une boîte mail et on attend une réponse d'une autre boîte mail. Ou là, on veut rajouter une autre boîte mail. Je vous explique. J'ai eu je vous ai dit, je travaille beaucoup avec les emails. C'est dans le corporate. Ben, ça m'est arrivé parfois ma boîte, elle craque. Elle est piratée, elle est au helpdesk. Mais mes dossiers sont urgents, ils n'attendent pas. Ils n'attendent pas. Qu'est-ce que je fais? Même le sujet, je ne vais pas écrire des confidentialités, faites attention à ça, mais j'écris sur ma boîte backup, mais je mets dans ma signature ma boîte où j'attends la réponse. Donc, je vais avoir la réponse dans les deux boîtes. C'est dans ce cas-là que c'est important de l'intégrer. Mais dans les autres cas, vous n'êtes pas obligé. Vous mettez, généralement, ça se passe comme ça. Vous avez le logo en bas, en haut en bas de la signature électronique. Vous avez le nom, vous avez la fonction, d'accord? Ensuite, vous avez les outils de communication externes de l'entreprise, à savoir site web, Insta, LinkedIn, Facebook, etc. Parce que c'est aussi, la signature électronique, c'est aussi une affaire de com. Les gens vont avoir plus d'infos en cliquant sur votre signature. Ça complète l'info. Voilà. D'autres exactement, questions? exactement. Là, je pense que non, il y a plus de questions. Très bien. Il n'y a plus de En tous les questions. cas, Parfait. parfait. En tous les cas, n'hésitez pas. Je vous ai laissé mes coordonnées. Si vous avez besoin d'un complément d'information, vous m'écrivez. Sinon, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, vous voulez qu'on les traite, Yasmine et moi, ça nous fera un grand plaisir de revenir sur ça. Et j'espère Exactement, avec que… grand plaisir. Parfait, parfait. En tous les cas, merci beaucoup. Qu'est-ce que je vais conclure par une seule chose. Stay safe. Faites attention en ces temps de pandémie. Et à très, très bientôt. À très très bientôt. Merci encore à toi encore une fois, Nawel, de t'être rendu disponible justement pour conseiller nos chercheurs d'emploi ou pourquoi pas des personnes qui veulent être conseillées tout simplement. Donc je te remercie encore une fois infiniment. Marhaba bik fi koul waqt dar darak. Donc s'il y a d'autres thématiques qui te tiennent à cœur, n'hésite pas, ça sera vraiment un plaisir pour nous à chaque fois de t'accueillir et de bénéficier de tes précieux conseils. Donc sur ce, je remercie aussi nos participants de s'être aussi rendus disponibles pour participer à ce webinaire et je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah. Au revoir. Inch'Allah. Au revoir. À bientôt, Inch'Allah.